toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je suis Stéphane Guillot, je suis directeur de développement économique et de l'innovation de l'EPA Euroméditerranée à Marseille. Devait intervenir avec moi Fabien Grosjean de la métropole Aix-Marseille Provence, mais qui a un petit empêchement, donc je vais faire l'exercice tout seul. Merci pour votre présence. Je vais vous présenter, en fait, on est labellisé tout récemment et on a signé hier une convention avec la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir 4e génération, démonstrateur ville durable, pour lequel on est en train de travailler au déploiement de la ville durable méditerranéenne. Alors j'insiste sur méditerranéenne. Euroméditerranée, c'est une opération d'intérêt national qui a démarré en 1995. Donc il y a un recul et qui a une existence maintenant de plus de 25 ans. On est en train de déployer une nouvelle phase du projet sur 170 hectares avec la problématique méditerranéenne qui est qu'on a beaucoup d'ensoleillement, 300 jours d'ensoleillement par an. On a peu d'eau, mais quand elle tombe, elle peut être massive. Je vous invite à regarder samedi le phénomène méditerranéen qui va arriver sur la ville de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône et le Grand Sud. Donc comment on gère cette problématique de l'eau qui est rare mais qui peut tomber de manière très abondante en 1 heure ou 2 heures, l'équivalent d'une année de pluie. On a des problématiques liées au vent aussi à gérer. Donc comment cette dimension méditerranéenne, on la gère sur un modèle spécifique de développement, sur un référentiel spécifique, sur les modes constructifs, sur la façon de construire la ville, sur une approche spécifique de la fabrique de la ville euroméditerranéenne. Donc, je vais vous présenter en fait trois points principaux. Donc, le démonstrateur de la ville durable et les axes pour lesquels nous avons été retenus et pour lesquels nous sommes labellisés par la Banque des territoires. Le laboratoire collectif d'innovation urbaine qui est porté à la fois par la métropole Aix-Marseille-Provence, par la ville de Marseille, par le département des Bouches-du-Rhône, la région sud et Euroméditerranée comme épicentre de ce laboratoire collectif. Et puis quelques expérimentations et réalisations du lab. Certaines sont très micro, très locales. D'autres ont une dimension qui peut être nationale, voire internationale. Concernant le démonstrateur ville durable méditerranéenne, comme je vous le disais à l'instant, nous venons d'être labellisés. On est une des toutes premières opérations qui vient d'être labellisée pour ce programme d'investissement d'avenir de 4e génération, France 2030, et repose sur 6 axes d'intervention qui sont déclinés en actions opérationnelles. Donc on démarre toute une phase d'études maintenant pour les 2 années à venir, et ensuite on aura 10 ans d'investissement suivis par la Banque des territoires pour déployer l'ensemble des innovations qui seront portées sur le périmètre Euroméditerranée et au-delà, notamment sur tous les quartiers en frange de l'opération Euroméditerranée, qui sont des quartiers liés à la politique QPV, quartier prioritaire de la ville, et notamment qui sont labellisés NPNRU, nouveau programme de rénovation urbaine. Le premier axe, ça concerne des espaces publics résilients. On a sur le périmètre d'Euroméditerranée une gare qui s'appelle la gare du Canet, que l'on vient de racheter à SNCF Immobilier en début d'année, sur lequel sont présents 2 ruisseaux, un qui s'appelle le ruisseau des Égalades et un deuxième ruisseau qui s'appelle le ruisseau des Lions, et en fait qui sont des ruisseaux qui sont complètement encastrés sous sarcophage béton et qui ont disparu en fait de la vie, de la ville, qui ont complètement disparu pour avoir cette activité ferroviaire, logistico-ferroviaire, et qu'on va complètement renaturer. Donc on va ramener complètement à la vie pour pouvoir d'une part créer une trame bleue sur le périmètre et une trame verte. On va déployer un parc qui est compris entre 17 et 22 hectares. Nous sommes sur les études en ce moment pour la réalisation de ce parc, pour voir le dimensionnement. Pour nous, c'est aussi et surtout un ouvrage hydraulique, parce que le fait de renaturer ce parc et le fait de renaturer ce ruisseau, ces 2 ruisseaux, et d'ouvrir ce parc, de déployer ce parc, en fait, le parc va devenir pour nous une grande éponge naturelle qui va nous permettre de gérer les risques d'inondation, les effets de débordement liés notamment à ces phénomènes cévenols dont j'ai parlé précédemment. Donc on fermera ce parc pendant 3-4 jours. Il nous permettra de gérer les effets de débordement en aval sur l'ensemble du périmètre d'Euroméditerranée, qui est un périmètre excessivement dense, et à terme nous permettra en fait de libérer
de la constructibilité autour du parc, puisqu'on est sur des périmètres PPRI assez contraints à proximité immédiate. Donc ça, c'est un des premiers axes, pouvoir travailler au déploiement de ce parc et aussi, surtout, pouvoir travailler à la génération de terres fertiles à partir des terres excavées sur ce parc, puisque c'est une réelle problématique. On excave des terres qui sont polluées, on les sort, on va les faire traiter en extérieur du périmètre métropolitain, on fait rentrer de la terre agricole, on fait de la plantation. Donc la problématique, c'est de se demander comment on va pouvoir, en définitive, générer à partir des terres polluées in situ, des terres qui sont assez fertiles pour pouvoir après générer du végétal et des plantations liées à ce parc. Donc ça, c'est une des grandes thématiques de déploiement sur cet axe, sur lequel la Banque des Territoires va nous accompagner massivement en termes de financement sur les 10 années à venir. Un deuxième sujet sur espace public résilient, c'est aussi tout ce qui est la mesure des ambiances, maîtrise des ambiances urbaines, notamment sur le déploiement de systèmes d'éclairage intelligents qui vont nous permettre aussi de mesurer en temps réel tout ce qui touche à la pollution sonore, pollution atmosphérique, et pouvoir mettre en place des mesures en temps réel de gestion de ces problématiques de pollution. J'y reviendrai un peu plus tard, notamment dans le cadre du déploiement de la zone de faible émission. On est sur un périmètre de déploiement de zones à faible émission qui touche l'ensemble des métropoles de plus de 150 000 habitants. Elle est effective sur Marseille et sur le périmètre euro-méditerranéen maintenant depuis septembre 2022, donc depuis un mois. Et la mise en place de ces systèmes intelligents d'éclairage qui nous permettent de gérer les ambiances urbaines nous permettra aussi de gérer les problématiques liées à la ZFE. Le deuxième axe, et ça c'est un axe qui est beaucoup plus métropolitain, qui concerne l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence et sur lequel, là on intervient vraiment en termes de laboratoire et de tests, c'est tout ce qui touche à la mise en place d'un système de territoire zéro déchet et zéro gaspillage, c'est-à-dire à la fois travailler sur les usages, comment on travaille sur des modes incitatifs, comment on travaille sur la mise en place de modes incitatifs pour encourager les comportements citoyens. C'est une vraie problématique à Marseille en particulier. Comment on peut gérer des encombrants et notamment des biodéchets sur le périmètre. Et on a une vraie problématique aussi sur le périmètre concerné. On a une ZAC qui va représenter à peu près 200 000 m² SDP sur lequel on a plusieurs milliers de logements qui vont être déployés, plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux. On a à peu près 30 000 résidents qui vont débarquer sur le périmètre, 20 000 salariés. Et notre problématique, c'est de savoir comment mettre en place sur le périmètre une ressource et une déchetterie en milieu urbain dense. À partir de la mise en place de cette ressource et cette déchetterie en milieu urbain dense, on a aussi l'ambition de structurer et de mobiliser complètement un réseau, un écosystème d'acteurs de l'économie circulaire autour de cette ressourcerie et de cette déchetterie en milieu urbain dense. Notre troisième axe, on est en plein dans le cœur de la thématique du CIPCA, c'est la mise en place de logements bas carbone, à la fois qui répondent aux problématiques de réhabilitation du patrimoine marseillais sur le périmètre d'Euroméditerranée et au-delà sur le périmètre QPV de la métropole. On a des noyaux villageois historiques qu'on essaye de conserver au maximum quand on le peut. Et on travaille à la réhabilitation de ce patrimoine marseillais à partir de solutions bas carbone, notamment la terre crue. On est en train de tester massivement la terre crue sur le périmètre et puis on va regarder, on va en fait analyser l'ensemble des possibilités biosourcées pour travailler à cette problématique de réhabilitation du patrimoine existant, mais aussi sur les nouveaux bâtiments en développement sur le périmètre Euromed et au-delà sur le périmètre métropolitain. Un quatrième axe, c'est celui des énergies renouvelables locales et solidaires. Alors j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation des expérimentations qui ont déjà été portées sur Euroméditerranée, notamment concernant les boucles de géothermie marine. On va regarder, j'y reviendrai un peu plus tard sur le sujet géothermie marine, on va regarder comment on peut coupler ces boucles de géothermie marine qui permettent déjà d'avoir un réseau de chaud et de froid urbain optimisé sur à terme 1 million de mètres carrés de bâtis. On va coupler ça avec en fait du photovoltaïque et on a une problématique qui est de déployer un smart grid, un réseau intelligent qui nous permet de coupler le photovoltaïque aux boucles de géothermie
marine et la façon dont on peut optimiser l'ensemble de ce réseau. Donc ce volet-là est un volet sur le plan technologique assez lourd à porter et on va travailler notamment à la façon dont on peut encore diminuer l'empreinte carbone des opérations sur ce volet énergétique avec un problème de précarité énergétique puisque la région sud avec la Bretagne sont deux régions qui sont en termes de précarité énergétique potentiellement les plus touchées en France puisqu'elles sont des régions en bout de réseau. L'axe 5 qui concerne les services de mobilité spécifiques sur le périmètre Euroméditerranée et notamment la deuxième phase de l'opération, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur le périmètre de la zone à faible émission qui vient d'être effective depuis à peu près 1 mois. Et dans ce cadre-là, on veut travailler notamment à de nouvelles formes d'usage de mobilité sur le périmètre pour les nouveaux arrivants, puisqu'on a plusieurs milliers de personnes qui, à partir de mars 2023, vont venir résider sur ce nouveau périmètre. Et on veut travailler notamment à la mise en place de une centrale de mobilité de services partagés et la façon dont on va pouvoir gérer en temps réel ces problématiques de mobilité en services partagés, avec aussi une problématique autour des bornes intelligentes, véhicules to grid, la façon dont on peut gérer des bornes bidirectionnelles pour pouvoir optimiser le réseau électrique, encore avec la problématique de l'axe précédent sur le smart grid intelligent, photovoltaïque et boucle à eau de mer. Et enfin, le 6e axe concerne un quartier inclusif, et là on va travailler spécifiquement à la fois sur le périmètre d'extension de la métropole, sur la partie QPV, aussi bien que sur le périmètre Euroméditerranée, à tout ce qui touche à la mixité verticale des bâtiments, à la façon dont on peut intégrer au niveau du bâtiment de l'activité productive et artisanale, du logement, du commerce, voire de la formation au niveau du même bâti, sachant qu'on a un certain nombre de contraintes technico-économiques et juridiques à traiter à travers cet axe-là. Donc ça, ce sont les 6 axes pour lesquels on vient d'être labellisé programme d'investissement d'avenir de 4e génération. Et maintenant, je vais passer en fait au laboratoire collectif d'innovation urbaine, qui est en fait l'opération qui a été précurseuse dans le cadre du développement de ce PIA4. En fait, quand on regarde le chemin parcouru, dès 2009, Euroméditerranée a été labellisé Écocité. Et on a commencé à travailler, à répondre à un certain nombre d'appels à projets, notamment démonstrateurs industriels ville durable, sur la ville de demain en 2012, en 2015, avec un certain nombre de déploiements autour d'opérations comme Smart Say, appel à projets sur la nouvelle France industrielle dans le cadre d'un déploiement de FlexGrid. On a été labellisé à partir de 2018 Écoquartier. On a obtenu un permis d'innover qui nous permet dans certains environnements de dépasser la contrainte légale sur le droit urbain. À partir de 2019, on a commencé à travailler sur un référentiel spécifique qui est un référentiel ville durable méditerranéenne, sur lequel a été implémenté un référentiel bâtiment durable méditerranéen, c'est-à-dire qu'on a nos propres référentiels que l'on applique petit à petit à toutes les opérations sur Euroméditerranée et à moyen terme sur la métropole Aix-Marseille-Provence, et sur lequel on demande de manière de plus en plus contraignante aux opérateurs, notamment promoteurs, de se caler sur ce référentiel ville durable méditerranéenne. Il y a une stratégie d'innovation qui a été portée à partir de 2021 et nous sommes maintenant à même de commencer à déployer un certain nombre de grandes thématiques autour du laboratoire urbain. Donc vous avez là nos grandes thématiques de déploiement de ce laboratoire urbain. Mobilité moins carbonée, plus apaisée, plus performante, réduction des déchets dans la ville et de leur impact, améliorer le confort dans l'espace public, donner plus de place à la nature et à la ville, penser la ville à la fois transitoire et réversible, utiliser tout le potentiel des bâtiments, déployer des nouveaux services urbains, faire progresser les outils de la fabrique urbaine, donc là on est plutôt sur les problématiques autour du BIM notamment, de la maquette numérique, et optimiser les matériaux de l'aménagement et leur approvisionnement. Donc ça, ce sont les grandes thématiques autour du laboratoire urbain sur lesquelles on va travailler, bien entendu de manière séquentielle et par étapes. On ne va pas être capable de tout porter de manière immédiate. On va déployer dans le temps l'ensemble de ces thématiques-là.
Et notamment, on a fait un travail de fond assez fort entre ce qui relève de projets susceptibles d'être déployés à court terme et de sujets de travail de recherche de plus long terme sur lequel on va embarquer un certain nombre d'industriels avec nous, ou on embarque déjà un certain nombre d'industriels avec nous, ou de laboratoires académiques et de partenaires de recherche pour pouvoir travailler sur l'ensemble de ces sujets. Avec toujours une logique qui est, il y a des bénéfices directs pour les habitants et où il y a des bénéfices directs, alors j'ai mis pour la planète, mais en fait pour l'écosystème développement durable immédiat sur la ville de Marseille et au-delà sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans ce cadre-là, je vous ai dit, on a travaillé à un référentiel autour de valeurs et de principes qui sont partagés sur ce que relève en fait un territoire méditerranéen qui est durable et désirable. Donc on a travaillé aux notions de ville à transmettre, ville vers la nature, ville pratique et confortable, ville stimulante. Et on a, à partir de l'ensemble de ces éléments, construit un référentiel qui va nous permettre de piloter l'ensemble des opérations à la fois sur les espaces publics, quand on est opérateur d'espace public Euroméditerranée, à la fois sur les bâtiments publics, mais aussi sur l'ensemble des opérations privées portées par des promoteurs, investisseurs sur le périmètre, et qui devront petit à petit coller à ce référentiel de manière de plus en plus contraignante dans le temps, qu'on va accompagner bien entendu avec un certain nombre d'éléments, de fiches projets, d'exemples, etc. Mais à terme, ce référentiel ville durable méditerranéenne deviendra le référentiel de déploiement sur Euroméditerranée, sur la ville de Marseille et au-delà sur la métropole Aix-Marseille-Provence. À partir de là, le laboratoire, en fait, il existe de manière implicite depuis de nombreuses années. Je vous ai dit, on a été labellisé depuis 2009 Écocité. Donc on a commencé un certain nombre d'expérimentations qu'on est en train de structurer de manière de plus en plus importante. Et je vais vous présenter maintenant un certain nombre d'expérimentations et de réalisations. Je vous ai parlé de la géothermie marine. C'était une première expérimentation en Europe. C'était une toute première expérimentation qui nous permet à moyen terme de fournir du chaud et du froid en temps réel à un peu plus d'1 million de mètres carrés de bâtis sur le périmètre d'Euroméditerranée. On est à peu près à 400 000 mètres carrés à l'heure actuelle. Alors, on utilise l'énergie de la mer, on est à proximité du port. L'opération Euroméditerranée, c'est la transformation de 500 hectares sur l'arrière portuaire de la ville de Marseille. On utilise l'énergie marine pour produire ce chaud et ce froid, et l'impact qui est important pour nous, c'est qu'on réduit de 70% les gaz à effet de serre par rapport à des systèmes de chaud et de froid urbain classiques. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'un des axes de financement dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, c'est maintenant de coupler ces boucles de géothermie marine qui sont en train d'être déployées de manière industrielle maintenant. On a commencé à y travailler en 2009. On est à 400 000 sur 1 million de mètres carrés. La problématique qu'on a maintenant, c'est de pouvoir coupler ça à du photovoltaïque pour encore augmenter la partie ENR de la production d'énergie sur le périmètre d'Euroméditerranée. Donc vous voyez la dimension quand je parle de spécificité méditerranéenne. Là, on utilise pour le coup la Méditerranée pour chauffer et refroidir les bâtiments. Et on a un impact sur les îlots de chaleur qui est relativement important, puisqu'on est capable d'avoir du chaud et du froid urbain sur un réseau dense, sans accroître les îlots de chaleur urbains à partir de ces technologies-là. Alors plus classique, je vous ai parlé des problématiques de gestion de l'eau. On n'a pas souvent de l'eau, mais quand elle tombe, elle peut être massive. On a commencé à travailler à des systèmes de régulation du débit d'eau dans le réseau et la façon dont on va pouvoir réutiliser cette eau à moyen terme dans le cadre de l'aménagement d'un grand boulevard qu'on appelle le boulevard Allard, qui nous a permis de redéployer en fait des réseaux de captation d'eau et la façon dont on peut gérer le débit de ces réseaux de captation d'eau pour pouvoir réutiliser à moyen terme l'eau de manière un peu plus optimisée. Parc Saint-Charles, qui est la gare Saint-Charles, si vous connaissez Marseille. En dessous, il y a une zone, une ZAC qui s'appelle la ZAC Saint-Charles, qui est une ZAC sur lequel on a une vocation à attirer des étudiants. Vous avez l'Institut des métiers des territoires et de la ville, l'IMVT, qui va être implémenté sur place. On a à peu près 3000 étudiants qui viennent sur ce périmètre-là. Et on a un parc urbain d'1 hectare sur lequel arrivée l'autoroute, en fait, l'autoroute Nord qui relie Marseille à Aix-en-Provence. Cette autoroute a été reculée de à peu près 1 km. Ça nous a permis de reconquérir de l'espace, de construire un parc. Et dans le cadre de ce parc, on en a profité pour tester notamment tout ce qui est lié à la capacité d'optimiser les arrosages sur le parc et d'améliorer les reprises racinaires
des végétaux qui sont plantés dans ce parc, notamment à partir d'expérimentations, à partir de sondes tensiométriques qui nous permettent d'avoir un système d'arrosage intelligent et optimisé qui fait qu'on est capable derrière de gérer la ressource en eau qui devient de plus en plus rare. École Ruffi, c'est une école, si vous connaissez un peu le sujet d'actualité marseillais, le sujet des écoles est un vrai sujet. En l'occurrence, on a produit sous maîtrise d'ouvrage Euroméditerranée une école qui est une école très bas carbone avec des matériaux biosourcés, qui est la première école à recevoir un BDM, donc bâtiment durable méditerranéen argent en production, et qui est opérationnel depuis maintenant la rentrée de septembre de cette année, ou septembre de l'année dernière même, et qui répond aux contraintes RE 2020 notamment, puisque c'était un des tout premiers bâtiments écoles sur l'expérimentation E+C-. Donc voilà, donc on a vocation, elle a été un premier ouvrage qui nous a permis d'expérimenter les bétons très bas carbone, avec une vocation bien entendu à développer à moyen terme ce type d'opération bâtimentaire. Et puis la dernière expérimentation en cours, c'est le jardin d'expérimentation des fabriques qui nous permet de travailler, ce que je vous disais précédemment, à la création de terres fertiles, notamment à partir de mycorhisation des sols urbains, afin de limiter les apports-exports de terre depuis les périmètres externes à la ville et à la métropole. Donc on a là, à taille, je dirais, démonstrateur, commencer à travailler pour passer à la phase industrielle sur le fameux grand parc de 20-22 hectares qu'on est en train de déployer, pour regarder comment le passage à la phase industrielle de cette capacité à recréer des terres fertiles va nous permettre d'optimiser en fait le déploiement du parc. On a un deuxième sujet qui est d'expérimenter les matériaux drainants et qui permettent à la fois d'être robustes, bas carbone et qui nous permettent d'optimiser des formes de désimperméabilisation ou d'imperméabilisation intelligente des sols sur un périmètre qui s'appelle les fabriques à moyen terme, qui est un quartier dont je vous parlais tout à l'heure qui va faire 200 000 m². Donc on est en train de tester ces matériaux drainants. La démarche qui est intéressante dans le cadre de ce jardin d'expérimentation des fabriques, c'est que on a travaillé très en amont avec notamment les services de gestion des espaces publics de la ville de Marseille pour qu'ils viennent tester quand ils nettoient ces espaces publics, trottoirs, etc., revêtements, qu'ils viennent tester leurs machines, qu'on regarde la durabilité des revêtements et qu'on regarde l'impact sur le moyen terme, puisque le jardin des fabriques il va rester là pendant 3 ou 4 ans, qu'on regarde l'impact notamment de l'usage quotidien des services de nettoiement de la ville de Marseille quand ils nettoient les espaces publics sur les différents types de matériaux, au-delà du fait qu'on les teste en termes drainants et qu'on les couple avec un certain nombre de types de végétaux pour regarder quelles sont les meilleures interactions à la fois sur le volet drainant et type de végétaux en interaction avec ces matériaux drainants pour optimiser, là encore, quand on a de la pluie, la façon dont ces matériaux drainants vont permettre de rejeter en fait l'eau de pluie vers le type de végétaux en question. Donc voilà pour les expérimentations qui sont en cours. Voilà pour les axes de développement autour du programme d'investissement d'avenir. Donc on est un des tout premiers laboratoires, un des tout premiers territoires à avoir été labellisé sur ces thématiques-là. Merci pour votre attention et puis je reste disponible pour des questions complémentaires. Merci. Alors, c'est une des grandes thématiques. Vous m'entendez ? Oui. C'est une des grandes problématiques. On travaille avec le CNRS sur ces questions-là. C'est pouvoir gérer en temps réel, vraiment de manière excessivement rapide. Une première expérimentation a eu lieu sur un périmètre, un premier démonstrateur qu'on appelle SmartSay. Et en fait, ça nous prenait à peu près 1 an. 1 an pour pouvoir générer. Donc là, le travail qu'on est en train de porter avec des équipes du CNRS, c'est de voir comment réduire cette temporalité pour pouvoir avoir des effets les plus rapides possibles. Et on teste pour le coup différents types de champignons
et en fonction des qualités des végétaux qu'on va planter aussi, parce que l'interaction végétale-champignon a aussi un impact sur la rapidité et la qualité de la fertilisation de la terre. Donc sur le jardin d'expérimentation des fabriques, c'est notamment les questions qu'on est en train de regarder. Pour l'instant, en laboratoire ou in situ sur un petit périmètre, notre vraie problématique, ça va être le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle sur un parc de 22 hectares. Et c'est notamment un des axes de développement et d'accompagnement de financement dans le cadre du PIA 4 pour qu'on puisse regarder comment on est susceptible de passer à l'échelle, puisque vous comprenez que quand vous êtes en labo ou sur une parcelle d'1 mètre carré, les interactions que vous allez porter, elles peuvent être complètement différentes sur une problématique de 22 hectares et plusieurs millions de tonnes de terre à régénérer sur le périmètre. Pardon ? Oui, parce qu'on a en l'occurrence des terrains qui sont excessivement pollués. Toute la partie de l'extension du périmètre sont historiquement des zones d'activité arrière-portuaire, logistique, petite industrie, etc. Donc il faut qu'on ait une action en profondeur très importante. C'est bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, oui. Alors sur la centrale de mobilité, on est sur un périmètre, comme je vous l'ai dit, zone à faible émission, ZFE, depuis 1 mois maintenant, qui est active. On a plusieurs milliers de logements qu'on va produire. La cellule classique familiale qui vient sur ces logements, c'est papa, maman, 2 enfants, 2 véhicules. Donc notre centrale de mobilité, en fait, notre objectif, c'est de pouvoir réduire cette cellule familiale à un véhicule personnel et donc trouver des solutions alternatives de disponibilité de systèmes de mobilité, notamment électriques, puisqu'on est sur une zone de faible émission, qui sont utilisables en temps réel, en fonction des besoins, pour que la cellule familiale en question se limite à un véhicule sur le périmètre et puisse avoir à l'usage un véhicule disponible en interaction avec toute une partie du quartier qui est un quartier productif, où on refait venir les artisans au cœur de la ville urbaine dense. Donc les artisans susceptibles d'utiliser aussi cette centrale de mobilité au quotidien pour pouvoir livrer des clients, etc., avoir leur activité économique, et les résidents. Là, on est au tout début de l'histoire. Donc il faut qu'on soit à la fois capable de pouvoir gérer le sujet sur le plan technique, mais aussi sur les sujets économiques, juridiques, etc. Le deuxième sujet de la centrale de mobilité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la problématique des bornes bidirectionnelles, la façon dont on va pouvoir déployer des bornes intelligentes sur le périmètre qui soient capables. Vous connaissez le principe de véhicule to grid. Vous connectez votre véhicule sur un système de bornes intelligentes. Il y a une intelligence artificielle qui est capable de gérer à peu près le temps de connexion de ce véhicule sur le réseau. Le réseau va décharger le véhicule pour pouvoir le rejeter, redimensionner l'électricité vers des bâtiments, écoles, etc. Et va être capable de recharger dans le temps aussi le véhicule pour que quand vous, utilisateur, vous repartiez avec votre véhicule, il soit chargé à 80%. Donc on est en train de travailler au déploiement de tous ces systèmes-là. Pour le coup, on a des démonstrateurs, on a une borne, 3 véhicules à un endroit, enfin voilà. Donc c'est toujours la même problématique du passage à l'échelle. Le PIA 4 doit nous accompagner à ce passage à l'échelle parce qu'on est sur un périmètre où, comme je vous le disais, on a l'ambition à moyen terme de faire venir 30 000 résidents et 20 000 salariés. Donc un petit bout de ville, hein, on est en train de reconstruire complètement. Et donc notre problématique, c'est qu'on a les démonstrateurs pour certaines thématiques dont je vous ai parlé. Notre problématique, c'est le passage à l'échelle sur le périmètre Euroméditerranée. Et ensuite, le PIA 4 doit aussi nous permettre de travailler sur les franges au-delà de Euroméditerranée, qui sont des quartiers QPV. Donc il y a une sociologie particulière, incapacité à acheter du véhicule électrique et des choses comme ça. Mais donc il y a toute une dimension inclusive aussi de la mobilité pour pouvoir permettre aux gens de se déplacer pour le travail, pour aller chercher du travail ou pour aller travailler. Il faut garder à l'esprit que Marseille est une ville qui est excessivement grande en termes d'étalement urbain, puisqu'elle fait 2,5 fois la ville de Paris. D'accord ? Donc quand vous vous déplacez d'un bout à l'autre de la ville, ça peut être très complexe. Donc notre problématique, et c'est le cadre de la labellisation PIA 4, c'est au-delà de la dimension administrative du projet Euroméditerranée, qui est une délimitation spatiale définie, comment on travaille aux franges de l'ensemble des quartiers
QPV, NPNRU, nouveau programme de rénovation urbaine, qui sont portés par la métropole, pour laquelle la métropole est labellisée. Mais ce qui a intéressé pour le coup la Banque des Territoires, c'est de dire, ben voilà, on ne travaille pas en silo. On a une opération d'intérêt national qui s'appelle Euroméditerranée, qui porte tout un tas d'opérations d'innovation, de lab urbain, etc. Là, on regarde comment on travaille aux interfaces avec les autres quartiers dans la ville de Marseille et comment ce qu'on est en train de déployer d'une phase lab à une phase industrielle peut à terme être déployé ailleurs sur la métropole. Puisque la métropole, c'est une métropole qui est la deuxième de France et qui fait 2 millions d'habitants et qui est excessivement grande aussi, avec des problématiques spécifiques territoriales. La ville de Marseille, c'est pas la ville d'Aix-en-Provence, c'est pas le pourtour de l'étang de Berre, c'est pas Aubagne. Donc l'intérêt pour la métropole dans la démarche que l'on porte ensemble sur le périmètre euro-méditerranéen, c'est d'adapter en fait les modèles que l'on va travailler, toujours avec cette dimension méditerranéenne, mais avec les spécificités intra-métropolitaines pour des territoires qui sont sociologiquement, spatialement, géographiquement différents aussi. Oui. 10 millions d'euros. Pour le PIA, 10 millions d'euros. Alors non, pour financer les études, on a entre 1 et 2 millions d'euros. Ben, on a notre responsable innovation qui est là, Brice. Donc si vous avez des questions très techniques et pointues, c'est monsieur là-bas. Moi, je suis juste le vecteur, lui, c'est la tête. On a 1 million à 2 millions d'euros de financement pour la partie études sur 2 ans. Et ensuite, on a 10 millions d'euros de financement pour le volet Invest sur 10 ans. Voilà. Ce qui représente une belle enveloppe, mais pas non plus des choses complètement délirantes. Hein. Voilà. Pour les boucles à eau de mer, pour la géothermie marine, vous imaginez le coût infrastructurel derrière qui a été porté par 2 opérateurs qui sont les 2 énergéticiens français. On a partagé, comme on est une opération d'intérêt national, un établissement public avec l'État et les collectivités. On avait 2 opérateurs qui avaient 2 technologies à peu près différentes, qui tournent toutes les 2 autour de la géothermie marine mais avec des technologies différentes. Une société qui s'appelle Engie, l'autre qui s'appelle EDF. On a partitionné le territoire, il y a 1 million de mètres carrés, un peu plus d'1 million de mètres carrés à fournir. Un est fourni, 500 000 mètres carrés est fourni par une technologie portée par Engie qui s'appelle Tassalia et l'autre est porté par un opérateur qui s'appelle Dalkia, EDF, qui s'appelle Massileo, avec une caractéristique, c'est une première européenne, hein, la géothermie marine. Donc on avait un vrai risque de rupture technologique à tester, etc. Il s'avère que là aussi pour les industriels, il y a un vrai intérêt dans cette démarche-là, parce que ça a permis notamment à nos amis de Massileo, d'EDF, d'aller gagner des marchés ailleurs. Alors là, sur le pourtour méditerranéen toujours, Toulon. Toulon, il y a une grosse opération qui est en cours de déploiement aussi de rénovation urbaine, qui va implémenter cette boucle de thalassothermie, de géothermie marine. Donc voilà, c'est aussi l'utilité de ce laboratoire de venir tester à échelle industrielle pour les grands industriels de la fabrique de la ville des choses qui vont pouvoir après aller exporter et implémenter sur d'autres territoires. Mais 10 millions d'euros pour l'enveloppe. C'est bien, mais c'est pas... Oui. Oui. Alors on a on a fait des tests sur des bâtiments R+1, R+2. Là, l'enjeu, on a un projet en cours où on va déposer le permis de construire, si tout va bien, fin de cette année, pour un bâtiment R+4 ou 5. Donc oui, c'est le début de l'histoire. Oui, on teste des sujets avec Saint-Gobain. Pardon ? Oui, avec des systèmes de branches spécifiques. Enfin voilà, oui, mur porteur. Pas isolation, quoi. Voilà. Donc on est au tout début de l'histoire. Oui. Oui. Alors Brice, Brice, ouais, il parle. Ah ouais, moi, après les mesures d'études, juste une question technique. Donc je vous présente Brice Chandon, qui est notre responsable innovation à l'EPA Euroméditerranée. Pour la partie tensiométrique Parc Saint-Charles, madame demande si on a des retours d'expérience en fait de mesure de l'économie d'eau qu'on a pu faire à partir de cette expérimentation. Madame, vous nous demandez si on a des retours d'expérience de l'économie d'eau qu'on a fait.
sur cette expérimentation-là, on n'a pas dimensionné l'économie d'eau que ça nous apportait, quoi. L'idée, c'était plutôt de voir si le système avait un vrai apport sur la reprise racinaire. Donc sur l'aspect économie d'eau, on n'est pas allé jusque-là, on était plutôt dans une logique d'améliorer voilà. Par contre, sur l'autre expérimentation qu'on mène, donc sur un autre site en lien avec le sujet terre fertile, là, il y a une thèse avec tout un volet sur l'économie de la ressource en eau et quelle quantité d'eau il est nécessaire d'apporter pour optimiser le développement des végétaux. En fait, si on arrose trop, ça a tendance à les plantes elles restent sous perfusion, quoi, donc ça limite la dose. En fait, ce que pressentent les chercheurs, c'est qu'il y a besoin d'un petit peu de stress hydrique pour que la plante se développe et aille chercher les racines en profondeur. Mais pour l'instant, on n'a pas énormément d'éléments. Vous êtes de Montpellier, on travaille notamment avec le CNRS Montpellier, avec Aix-Marseille Université, le CNRS Montpellier. Donc je pense que ça, c'est disponible et ouvert. Si vous voulez les résultats des premières expérimentations, on peut vous les fournir. Ouais, l'idée, c'est que c'était une recherche publique pour que ce soit le plus ouvert possible, qu'il n'y ait pas de brevets, etc. sur les démarches. C'est pareil, on est en train de faire les mesures. En ce moment, on a une étude avec le CEREMA qui nous permet de remodéliser des bâtiments qui sont déjà réalisés. Comme ça, on a vraiment tout le détail de la construction. Et on regarde critère par critère, en fait, le niveau de performance atteint. Donc sur les bétons, on est en discussion aussi avec les fournisseurs de béton locaux pour savoir, même dans les années prochaines, jusqu'où ils sont capables de descendre en termes de béton bas carbone. Et après, on intègre ça dans le modèle. Donc on aura probablement une version du modèle avec ce qui est disponible aujourd'hui et ce qui serait disponible éventuellement en 2028 pour faire un deuxième palier dans nos modèles. Avec une dimension très économique circulaire pour le coup, parce qu'on a toute une plateforme industrielle au portuaire qui est la fosse sur mer avec des hauts fourneaux, et notamment sur les colorifiques dont je vous ai parlé, sont utilisés les laitiers de hauts fourneaux. Et en fait, la production de ces laitiers, elle est à 40 ou 50 km de Marseille. Donc en termes de disponibilité de la ressource et d'économie circulaire, pour le coup, on est, je pense, plus exemplaire que beaucoup de projets béton bas carbone qui viennent pour faire venir les intrants depuis des distances beaucoup plus importantes en termes de production. En général, en moyenne, c'est 70% de l'impact carbone sur du béton bas carbone. Donc là, on va voir ce que ça dit là. Et en général, vous avez un impact de 70%. Oui. On est à Marseille, hein, monsieur. J'ai pas besoin de... Bon. Donc c'est très ambitieux, c'est pour ça que ça fait partie d'un financement programme d'investissement d'avenir. Alors là, pour le coup, je suis désolé qu'on n'ait pas la direction de l'Urba et des déchets avec nous de la métropole, parce que pour le coup, nous, on va tester à petite échelle cette problématique de la ressourcerie et de la déchetterie en milieu urbain dense. Donc ça, c'est la première étape. Je parle sous le contrôle de monsieur qui pilote les études. Mais la dimension métropolitaine et la façon dont on va accompagner... Alors pour le coup, on va accompagner. On a des gens qui sont là pour faire de la concertation, on travaille avec les associations, etc. Donc là, on fait un vrai travail micro, de terrain, de proximité, avec les familles, avec les enfants, avec les écoles, avec les associations, pour accompagner ce changement au comportement, dans l'usage de... Ouais, on a travaillé, en fait il y a eu toute une démarche en lien avec la métropole et Citeo aussi, qui est le syndicat qui gère, enfin qui pousse tous les sujets de recyclage, pour arriver à définir un mode de gestion des déchets qui soit déjà un peu meilleur que ce qu'on a aujourd'hui, ce qui est pas très difficile en fonction des quartiers qu'on a. Donc il y a de grosses marges de progression sur les systèmes de gestion des déchets. On essaye d'avoir un cran d'avance sur les premiers quartiers qu'on livre. Et à partir de ça, après, il y a des ambitions de travailler sur un potentiel en fait de tarification incitative. Donc c'est pas encore acté que les gens auront
plus de redevances sur leurs déchets si jamais ils recyclent plus. Mais en tout cas, il y a un dispositif qui permettra de tendre vers cette solution-là. Et après, un gros travail effectivement à l'arrivée des habitants dans le quartier pour les accompagner correctement, leur expliquer comment fonctionne le système des déchets pour essayer d'avoir le meilleur niveau de performance. Et on est aidé à ça aussi parce que dans la démarche de recyclage, on va passer normalement courant octobre à tous les emballages dans le recyclage, quoi. En fait, on fait la mutation là en ce moment, donc ça aide à simplifier la consigne de tri aussi pour que les gens ne puissent pas dire je sais pas si c'est bon ou pas, etc. Et en fait, on va essayer de faire converger les acteurs à ce moment-là dans la communication pour avoir une communication très lisible et pour inciter ces usages-là. Alors on est disponible si vous voulez avancer sur certains sujets spécifiques méditerranéens, j'insiste. Bonne fin de journée à tous et bonne fin de salon. Merci.